Après, le SEO, c'est pas forcément la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité. Ma mère était concierge, mon père laveur de cars. Là où t'apprends le plus et là où t'es à fond, c'est quand tu participes toi-même. Pas de réussite exceptionnelle grâce à une formation exceptionnelle. Un loup ne chasse jamais le ventre plein. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Madaleno et une pointure dans le SEO. Comment ça va ? Bah, ça va super, et vous ? Super. Merci, nickel aussi. Bah, un grand merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, bah écoute, moi ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais du SEO. Je suis rentré dedans parce que à l'époque j'étais étudiant, je faisais un petit peu le hack de console et pour trouver des clients, il fallait se positionner sur certains mots-clés et c'est comme ça que j'ai commencé à l'époque. Donc on faisait juste simplement des inscriptions dans des annuaires et ça suffisait pour ranker quoi. Et du coup, j'avais positionné un site, puis au final, en page 1, je m'étais retrouvé avec 8 sites. Du coup, je recevais des demandes de devis par de la même personne sur divers sites différents. Donc, c'était assez drôle. La chance fait que c'était des mots-clés qui n'étaient pas concurrentiels, parce qu'il y avait pas beaucoup, enfin, il y avait une demande, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui proposaient ces services. Et j'avais mon agenda qui était vraiment booké à 100%, quoi. Et par rapport à ça, c'est là où j'ai découvert les SEO, la puissance du SEO. Puis j'ai commencé à aider un petit peu les amis aux alentours. Et puis après, je me suis spécialisé. J'ai commencé à travailler sur l'automatisation avec un logiciel qui s'appelle Zenoposter. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce logiciel. Moi, je connais, j'avais essayé, mais c'était un peu complexe. Mais oui, je connais de nom. Ouais, c'est vraiment l'outil ultime pour automatiser. Alors pour quelqu'un qui est pas développeur, hein, même si dedans on peut coder avec du C#, rajouter du JS, etc. Mais c'est vraiment l'outil ultime pour automatiser n'importe quelle tâche sur un navigateur. Ça veut dire que, en gros, tu l'installes, tu regardes quelques petites vidéos YouTube et en 24-48 heures, tu comprends le concept et tu arrives à peu près à le maîtriser pour automatiser, je sais pas, de la remplition de formulaires de contact, des commentaires. À l'époque, on faisait beaucoup de ce qui s'appelle du spam commentaire, c'est-à-dire qu'on allait automatiser des articles des commentaires de blog avec super, merci pour ton article et à chaque fois tu pouvais mettre ton backlink, le lien de ton site et ça te permettait, plus tu avais de liens, plus tu montais dans le référencement. Mais en gros, c'est un logiciel, tu cliques sur Recorder et toutes les actions que tu fais sur le navigateur, tous les clics ou même toutes les soumissions, ça enregistre et après tu remplaces les textes que tu as mis manuellement par des variables. Et c'est grâce à ce logiciel, entre guillemets, je dis souvent que sans ce logiciel, je suis rien parce que c'est grâce à ce logiciel qu'après j'ai pu aller taper des thématiques ultra concurrentielles qui sont en France, la mutuelle, le rachat de crédit, la loi Pinel, voilà, tout ce qui est thématique un peu très très compliqué. Et grâce à ces automatisations et grâce à différentes émulations, j'ai pu me placer sur la première page Google sur ces grosses expressions, quoi. Voilà. Ok. Et pour nos auditeurs, c'est un petit peu l'équivalent d'un Make ou d'un Automa, par exemple, Zenoposter ? Oui, mais beaucoup plus puissant, puisque tu peux faire pas mal de choses. Make, en fait, ça se travaille surtout avec des API. Ça veut dire que si t'as pas d'API... Alors, je maîtrise pas Make, hein, parce que c'est vrai que je maîtrise Zeno, donc... Ouais, moi, pour le coup, c'est que je fais un petit peu de Make, mais ouais, c'est vrai que c'est que des API sur Make. Voilà, c'est que des API. Bien sûr, Zeno, tu peux faire les API, mais ça te fait vraiment l'émulation. Et là où c'est game changer, c'est que ça te permet d'automatiser des trucs que forcément tu peux pas faire par API. T'as plein de modules qui te permettent, par exemple, je sais pas moi, t'as un mini Photoshop intégré. S'il y a des captcha, il te casse les captcha. T'as plusieurs services de captcha. T'as des services de captcha qui te le cassent de façon automatique. T'en as derrière où c'est des services avec des Philippins qui sont d'ailleurs toute la journée en train de casser les captcha pour te les renvoyer. Tu peux vraiment tout faire. Et le gros avantage, c'est que justement, là où tu vas pouvoir faire la différence par rapport à tes concurrents, c'est justement en automatisant des tâches qui ne sont pas prévues à la base. Et c'est là où tu vas pouvoir aller prospecter, générer des revenus, générer du trafic en automatisant. Voilà. À partir du moment où c'est une tâche
voilà, tu fais une tâche en manuel. À partir du moment où quelqu'un à Madagascar ou en Côte d'Ivoire ou avec un minimum d'intelligence arrive à le faire, tu peux le scaler et tu peux l'automatiser avec Xenoposter, même si t'as pas d'API. Voilà. Ouais, donc t'as débuté direct avec Xenoposter, en gros. C'est ça, Xenoposter. Alors à l'époque, c'était pas trop. Alors à l'époque, c'était un outil russe qui n'est même pas traduit en russe, donc j'ai dû un petit peu décoder en allant sur les forums russes, en faisant la traduction, etc. Aujourd'hui, franchement, tu tapes Xenoposter sur YouTube. T'as plein de vidéos maintenant en français. J'ai un ami qui est aussi qui s'appelle Mon salaire en slip, Fred Zibet, qui a sorti une formation Xenoposter complète. À quelques dizaines d'euros, je crois, mais qui te montre Xenoposter de A à Z. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Et en fait, c'est super utile. Et aujourd'hui, voilà, on a divers outils, mais la base et le POC, souvent le concept, je le fais avec Xenoposter, sauf que ça peut être un peu long après pour émuler. Et une fois que tu valides, après, rien ne vaut un bon développement sur mesure avec quelque chose de robuste pour développer. Voilà. Après, j'ai encore des vieux scripts que j'ai fait et qui tournent toujours, tu vois. Par exemple, pour installer en masse des WordPress, les plugger sur les serveurs, en pluguant les DNS, en récupérant les bons DNS, en changeant les champs de type A, en générant un favicon, en allant récupérer des textes, en les injectant dans les différents blocs Elementor ou Divi, les différentes configurations, le remplissage des textes à trous, tout ça c'est fait avec Xenoposter. C'est-à-dire que je mets une thématique et il va me sortir un site, grosso modo, le pointer, faire tous les pointages DNS, l'installation, modifier les codes couleurs que je lui ai dit, modifier en fonction de la thématique du site les images pour aller intégrer des images qui sont dans la thématique du site que tu veux faire. Tout ça, c'est un peu archaïque, mais ça fonctionne encore avec Xenoposter. Ouais, je pourrais le faire avec du développement sur mesure, mais bon, je crée pas non plus 1000 sites par jour, il n'y a pas forcément le besoin, quoi. Parce que bon, après le SEO, c'est pas forcément la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité, parce que derrière, si tu crées un site, derrière, si tu veux le pousser, il y a quand même un budget où il faut créer des backlinks pour le faire monter dans les moteurs de recherche, etc. Donc ouais, bien sûr. Après, le problème de la quantité, c'est bien, mais ça va faire descendre la qualité après. C'est ça. Et puis bon, un nom de domaine, c'est quand même t'en as pour 10 euros par an. Ça fait qu'augmenter avec l'inflation. Quand t'as 10 noms de domaine, quand t'en as 100, ça va. Mais là aujourd'hui, on en a plusieurs milliers. À la fin de l'année, ça fait des dizaines de milliers d'euros. Donc il faut pouvoir les rentabiliser. Ouais, bien sûr. Ok. Non, c'est vraiment une belle introduction. Comment t'as commencé. Du coup, nous on fait un petit peu dans l'ordre chronologique. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as un souvenir de ton enfance qui a vraiment joué un rôle important dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? Peu importe, il n'y a pas spécialement de thématique, mais vraiment un souvenir que tu te rappelles qui fait la personne que tu es maintenant. C'est se débrouiller par soi-même, quoi. C'est vrai que ma mère était concierge, mon père laveur de car, donc ils n'avaient pas forcément d'argent de poche. Puis je voyais un peu mes amis qui allaient au ciné, qui même allaient au McDo, tu vois. Moi, j'allais pas trop souvent. Voilà, donc c'était un peu de voir que il fallait que tu te débrouilles, il fallait que tu trouves des façons de monétiser et d'avoir de l'argent de poche. Et grâce à ça, j'ai essayé de m'en sortir, de trouver des solutions. Et la qualité numéro 1, je dirais, c'est la curiosité. Voilà, trouver des idées, les mettre en place et là où j'ai fait, entre guillemets, les meilleurs coups, etc., c'est parce que j'ai été curieux et c'est passé son temps en étant curieux, en fouillant, en regardant un petit peu dans les forums, et puis dès que tu sens un coup, tu te lances. Mais voilà, c'est le fait de vouloir se développer, s'en sortir, et la curiosité, quoi. Ouais, encore plus avant, parce que maintenant, c'est vrai que maintenant tout nous est servi un petit peu sur un plateau avec YouTube. Il y a beaucoup plus de contenu qu'il y a, par exemple, 10 ans ou 20 ans en arrière. C'est ça.
C'est ça. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment les forums. Ça, c'était vraiment sympa. Et je regrette un peu cette époque-là, même des blogueurs, où bah, t'étais blogueur, tu créais ton article de blog. Enfin, il était bien, il ajoutait de la plus-value. Et puis maintenant, les gens, bah, depuis la sortie des réseaux sociaux, il y a plus. Enfin, les gens, ils partagent sur les réseaux sociaux, mais ça part dans l'oubli, tu vois. Alors que, bah, à l'époque, tu créais ton petit blog, tu pouvais même créer ton podcast comme vous avez fait. Et c'est quelque chose qui reste, que tu peux réécouter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il y a même des vieux articles de blog encore qui sont toujours utiles aujourd'hui. Mais depuis le développement des réseaux sociaux, les gens, ils préfèrent faire des pages Facebook, des pages fans, etc. Mais ça a beaucoup moins de valeur et ça a beaucoup moins d'impact, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, que maintenant j'ai l'impression que c'est beaucoup de quantité, mais un peu à défaut, mais de qualité, quoi, en gros. C'est ça. Et ouais, donc voilà, j'ai commencé à faire les sites, puis après il y a dans le SEO, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une coutume entre guillemets, il y avait une coutume parce que ça se fait plus trop, c'était les concours SEO. Donc le dernier, c'était le national, je crois. Donc c'est celui que j'ai gagné, qui était Alphabet. Donc c'est quand Google a renommé sa boîte. Et en gros, le principe du concours, c'est tu prends un nom de domaine neuf. Donc t'as des règles, il faut que ce soit un nom de domaine neuf, qui est pas d'historique, etc. Et t'as 6 mois, je crois que c'était 6 mois pour le positionner le plus haut possible dans les résultats de Google. Et les mots clés, c'était Alphabet. Voilà. Donc ça c'est un concours que j'ai gagné. Et après Excuse-moi de te couper. Pour situer les auditeurs un petit peu, t'avais quel âge? C'était ta période d'adolescent? Non, là j'étais déjà, j'étais plus étudiant, je sais plus, je devais avoir 27 ans, quelque chose comme ça, 26 ans, 27 ans, je crois. Ouais. Ça remonte, ça fait déjà un bon moment. Ouais. Voilà. Après, il y avait un autre concours, c'était SEO Hero. Peut-être d'ailleurs que vous connaissez l'outil. C'est pour ce concours, j'avais créé un outil qui s'appelle SEO Hero Ninja. C'est un outil qui est beaucoup utilisé. C'est-à-dire, si t'es SEO, si t'es une agence SEO, normalement, tu connais cet outil. C'est un outil gratuit qui te permet de sortir. Je m'en sers tous les jours. Je suis pas en agence, mais j'ai des sites à moi en perso et je m'en sers assez souvent. Voilà, pas nickel. Voilà, c'est un outil sans prétention, hein, tu verras, mais c'est très basique. C'est-à-dire que tu mets ton mot-clé et ça te permet de sortir en fonction de ta position sur plusieurs data centers Google, parce qu'en fonction des jours et des géolocalisations, t'as pas les mêmes positions, et même avec la même localisation, tu peux avoir des data centers où tu peux être 7e, il y en a où tu peux être 3e, t'as des data centers qui peuvent être en avance, et des fois quand Google fait une mise à jour, t'as tout qui est mélangé, et des fois quand tu fais un relevé de position avec ton client, ton client il voit qu'il est 7e, toi tu lui dis que il est 2e, et puis il y en a un autre qui peut voir qu'il est 8e. Et l'avantage des SEO Hero Ninja, c'est qu'il va te faire un relevé de position sur 10 data centers. Il va te faire une moyenne, et du coup tu as la tendance et ta vraie position entre guillemets, même s'il n'y a pas réellement de vraie position, parce que la position elle change en fonction de plein de critères, mais ça donne c'est un outil fait pour les parano SEO, ou pour des fois justifier au client le fait que il voit 7 au lieu de 8, etc. quoi. Et concrètement, t'as découvert le SEO à quel âge? Quand t'as commencé les concours? Non, ouais, c'est quand je faisais les consoles, ça, pour me faire connaître. Voilà, c'était là où j'ai augmenté en niveau, c'est vraiment les concours, parce que du coup tu tombes que sur des brutes. Forcément, les premiers jours du concours, les premiers sites qui se placent le plus vite possible, tu analyses, tu regardes ce qu'ils font en fait, hein, et c'est comme ça que t'apprends. Et puis même avant d'avoir participé au concours que j'ai gagné, il y avait d'autres concours qui avaient été faits les années précédentes, sur lesquels j'avais pas participé, mais j'avais suivi. C'est comme ça que t'apprends aussi, c'est que j'avais suivi, j'avais regardé un petit peu ce qui s'était fait. Tu regardes les techniques qu'ils utilisent pour se positionner, donc soit la création de contenu, soit la structure du site, et surtout où est-ce que ils vont poser leur backlink grâce aux outils pour traquer tout ça. Leur stratégie de redirection, éventuellement il y en avait certains aussi qui cachaient avec du cloaking où tu pouvais voir, et c'est comme ça que t'apprends. Mais là où t'apprends le plus et là où t'es à fond, c'est quand tu participes toi-même, parce que t'es vraiment dans un mode où ça devient un jeu en fait, et donc tu fais pour le mieux, quoi.
Ok, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et ouais, pour revenir un petit peu dans la chronologie, donc après, ouais, on a l'habitude de demander quel genre de personne t'étais au lycée. Est-ce que t'étais plutôt introverti, extraverti? Alors là, c'est un petit peu dans le désordre, mais c'est pour un petit peu reprendre le fil sur le podcast. Alors moi, on m'appelait le rigolo. Ça veut dire que j'aime bien des fois paraître plus bête que je suis, parce que ça me permet d'avoir des fois des infos. Enfin, voilà. Ouais, Mais ouais, je suis pas dans le sérieux. Je suis un peu délire, voilà. Et parfois même, je suis inculte sur certains sujets. Je suis très cultivé sur mon domaine d'activité digitale, technologique. Mais après, pour tout ce qui est culture générale, je suis pas très très bon. Mais voilà, je me prends pas au sérieux. Et puis, voilà, je suis plutôt bon délire. Voilà. Ok. Et ouais, c'est assez important d'être comme ça, je pense. Et après, du coup, tu nous expliquais plutôt que tes parents, comment dire, ils étaient pas non plus riches, et du coup, ça t'a donné un petit peu la rage pour faire ce que tu faisais maintenant et de dire, je veux, par exemple, devenir entrepreneur. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est que tu vois que qu'ils ont galéré, donc t'essayes de faire mieux, quoi, hein, et puis t'en sortir par toi-même. Et puis bon, aujourd'hui ça fonctionne, donc c'est très bien. Mais je pense que c'est l'humain est comme ça, et je pense que c'est le cas pour un peu tout le monde. Dès que t'es psychologiquement, je pense, quand t'as des parents qui sont aisés, l'enfant, il peut se dire bon allez, je suis tranquille, etc. Tu vois, je suis tranquille. Et puis quand tu vois que t'as besoin de travailler, tu te prends un peu plus au sérieux en disant que il faut que entre guillemets, je travaille bien à l'école pour que je devienne quelque chose ou que je m'en sorte, tu vois. Et je pense que c'est comme ça un peu pour tout le monde. C'est comme disait quelqu'un, un loup ne chasse jamais le ventre plein. Je sais plus qui disait ça, mais voilà, c'est quand t'as envie, que t'as besoin, que t'as du temps, t'essaies de te dépasser pour trouver des solutions. Puis même, il y a eu des périodes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est souvent quand tu atteins un bas que tu trouves l'astuce, le truc qui permet de redécoller encore plus haut que ce que t'étais par le passé, quoi. Ouais, j'allais te dire, c'était un peu un mal pour un bien, mais t'as bien résumé la chose. Et du coup, à cette période, est-ce que t'avais un plan en tête, ou t'avais des grosses ambitions, par exemple, ou t'as plus fait en laissant couler les choses et t'es devenu la personne que t'es maintenant? Ouais, c'était plus en mode, je savais, si tu veux, j'étais très moyen à l'école, j'étais un peu moyen dans tout. D'ailleurs, j'ai fait une formation qui s'appelle l'AMIAGE, qui est une formation bac plus simple, mais qui permet, donc ça touche le modèle, c'est technologique, c'est informatique, etc. Mais en gros, tu touches un peu à tout. Faut que tu saches un petit peu de quoi parlent un peu les différentes spécificités, les développements, la gestion de projet, la facturation, la compta, mais t'es spécialisé dans rien. Voilà, c'est touche à tout. Tu sais un peu, voilà, c'est-à-dire que si tu veux créer un projet, tu sais ce qu'il faut faire à peu près. Mais par exemple, voilà, je décode un petit peu le code, mais si aujourd'hui je dois coder, ça va être un développeur qui va le faire, parce que même pour des trucs basiques comme le PHP, il va le faire en 1 heure, alors que moi, si je m'y mets, je vais peut-être mettre 1 semaine, tu vois. Je dis des bêtises, mais c'est comme ça. Et puis à l'école, je savais pas du tout ce que je voulais faire, ça s'est fait vraiment progressivement. Voilà. Et tu entreprenais déjà pendant tes études, ou t'as commencé juste après? J'ai commencé en étant auto-entrepreneur où je faisais la réparation de consoles et le pose de puces sur les consoles. Et donc les gens y venaient, ils déposaient leurs consoles, même des fois ils étaient à côté de moi, je me mettais à souder s'il fallait souder une puce ou à réparer la console directement devant leurs yeux. Et après ils me payaient, je faisais une facture, ils me payaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, entre guillemets, à être entrepreneur, quoi. Voilà. Après, il y a une période où les consoles, ça a été mort, donc je suis devenu salarié un des premiers salariés d'ailleurs d'un moteur de recherche qui s'appelle Quant. Je sais pas si vous avez entendu parler. Si, je me rappelle aussi. Je sais plus s'il existe toujours d'ailleurs. Ça existe toujours, ouais, okay. Ça existe toujours. ça existe toujours. Et du coup, c'est là où
où voilà, j'étais salarié parce que ça te permet d'avoir de faire plusieurs choses, d'avoir une situation qui est fiable. Ça te permet également de pouvoir prendre un crédit pour acheter ta maison. Et en parallèle, ça laissait quand même un petit peu le temps pour éventuellement développer d'autres projets parce que voilà, en parallèle, je faisais tout ce qui était je faisais que l'édition de sites internet, c'est-à-dire que j'avais pas de clients, mais l'édition de sites internet. Donc à l'époque, ça marchait très bien. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois que tu gagnais en affiliation, c'est-à-dire en vente de leads, mais en fonction de la mise à jour Google, du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec rien. Et c'est vrai que c'est un milieu où ça peut être il faut que tu mettes des sous un petit peu de côté parce que t'as pas de clients, donc t'as pas ce problème d'être en relation avec des clients, faire des rapports et entre guillemets les supporter. Par contre, il faut t'accrocher, il faut mettre des sous de côté parce que du jour au lendemain tu peux te retrouver avec rien. Donc c'est pour ça que j'étais quand même, j'étais salarié de compte. Donc bon, là je suis parti il y a pas mal de temps pour après me relancer à full dans l'entrepreneuriat. Et excuse-moi, là, cette période où t'es salarié, c'est il y a combien de, c'était dans quelle année à peu près pour resituer? Oh, ça doit faire 9-10 ans, je crois. Hein. Ouais, vers 2010, quoi, à peu près, on va dire. Ouais, je crois que Compte, ça s'est créé en 2012. 2012-2013, je sais plus exactement, mais c'était à peu près, 2012-2013, à peu près. D'accord. Et t'avais quel rôle, du coup? Je suppose que tu faisais c'était rôle de SEO, mais tu faisais quel type de tâche, du coup? C'est ça, je faisais beaucoup de choses, c'était beaucoup de choses et un peu de rien des fois. C'était beaucoup de conseils parce qu'on crée un moteur de recherche, donc par rapport à mon expérience sur Google, beaucoup d'Excel, c'est l'outil numéro 1 encore aujourd'hui pour tous les SEO. Ouais, pour l'Excel, les benchmarks et peut-être voilà, les rapports, les évolutions, les analyses de CTR, analyse du spam, améliorer les algos, avec les développeurs pour filtrer un peu plus les spams, écouter les retours des utilisateurs, gérer des interfaces par exemple Webmaster Tool, etc. Ça touchait un petit peu de façon générale, un peu c'était de la gestion de projet, grosso modo. Okay. De gestion de projet. Et plus accès SEO. Ok. Et c'est quand tu as fait ton concours, du coup, le concours, tu nous disais Alphabet, que tu as été repéré ou rien à voir? J'étais déjà connu un petit peu dans le milieu parce que je m'étais placé sur des gros mots-clés comme mutuelle, crédit. Ça, c'était déjà avant que je sois salarié. En top page ou même page 1 sur... c'est des gros mots-clés, en fait. Ouais, t'avais les banques, etc. Et donc, c'est comme ça que je m'étais fait un peu repérer. Et en gros, si tu veux, dans la tête de quelqu'un qui veut créer un moteur de recherche, il se dit, je veux créer un moteur de recherche, donc je vais essayer de prendre quelqu'un qui, déjà, entre guillemets, joue bien, sait déjà bien jouer avec les algos de Google. Donc, un SEO qui sait déjà bien jouer avec les algos de Google, n'importe quel SEO, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il sait à peu près ce qui marche pour un moteur de recherche ou pas. Et donc, quand tu démarres un moteur de recherche, c'est toujours bien d'avoir dans son équipe quelqu'un qui même a passé son temps à spammer Google, qui sait faire du black hat, du white hat, du grey hat dans ses équipes pour diriger et puis pour contrer, parce que l'objectif c'est avoir la meilleure qualité possible des résultats. Voilà. Et si tu mets pas en place tous ces trucs et cette expérience-là, la gestion des balises canonicales, des 301, de la transmission du jus, donc par exemple le jus, les backlinks qui avaient été faits sur une URL A qui n'existe plus, si la personne, le webmaster fait une redirection 301 ou 302 vers une autre URL, il faut être capable de transmettre toute la popularité, c'est-à-dire tous les backlinks et entre guillemets tous les points qui ont été faits sur l'URL A qui n'existe pas, il faut être capable de la rediriger au niveau de l'algorithme sur l'URL 2 et tout ça. C'est une petite parenthèse, mais il y a plein de petites choses à savoir. Mais c'est pour ça que... Non, mais t'étais la personne parfaite, je pense, pour ce poste. Après, je sais pas moi qui t'ai recruté, mais je pense qu'ils ont fait vraiment un bon choix. Oui, après, j'avais la chance aussi d'être sur Nice et que l'équipe technique, du coup, grâce à un associé, grâce à un copain qui s'appelle Jean-Charles Chemin, qui aujourd'hui, sa propre boîte qui s'appelle
Legapass, je sais pas si vous avez entendu parler, qui marche aussi si, plutôt je bien. crois, c'est pour créer son auto-entreprise, ou je me trompe, non, ou peut-être je me trompe, mais Non, c'est plus pour l'héritage numérique. Par exemple, tous tes comptes numériques, tous les comptes crypto. Si un jour il t'arrive quelque chose, eux, ils ont un coffre-fort numérique où ils peuvent donner les accès à tes portefeuilles, à tes comptes Gmail, à tes comptes Facebook, à tes enfants, la etc. succession numérique, hein, en gros. C'est ça, voilà. Ou si t'es SEO, que t'as tes noms de domaine, voilà, si un jour il t'arrive un problème, tes noms de domaine, ils expirent au bout d'un an et ça peut être perdu, alors que ça peut avoir une énorme valeur. Et en fait, tu mets tous les accès chez lui, et après ça passe par notaire et et voilà. Et donc du coup, il était sur Nice, et comme j'étais aussi sur Nice, on a été les deux premiers salariés, et puis l'équipe, elle s'est montée sur Nice. Voilà. Après, le siège était à Paris, mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'était aussi un hasard. Ok, des fois le hasard fait bien les choses. Et si c'est pas indiscret, Quant, ils avaient quelle ambition? Est-ce qu'ils voulaient concurrencer Google ou prendre plus une part du marché? Après, c'est peut-être confidentiel, je sais pas, mais c'est plus la curiosité là. Oui, l'idée c'était de concurrencer Google, au moins en France, tu vois. Ouais, Parce que par exemple, tu as des moteurs de recherche, tu vas, je sais pas moi, tu vas en Russie, c'est que du Yandex, tu vas après c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de moteurs de recherche, hein, tu en as trois ou quatre, mais c'est vrai que tu as des pays où t'as des tendances à moins utiliser Google, etc. Donc essayer de faire quelque chose un petit peu de français, européen. Sauf que derrière, les investissements, c'est pas les mêmes. Les investissements que tu mets à l'étranger, et quand tu regardes la France, des fois, tu peux pas combattre des années d'avance technologique et des millions et des milliards, je dirais, d'investissements sur cette chose-là. Donc ça sort son épingle du jeu. En plus, il joue avec la vie privée. Et puis ça fonctionne, hein. Il y a DuckDuckGo qui existe aussi, un petit peu sur le même créneau. Mais voilà, après c'est vrai que niveau qualité de résultat, l'index de Google, ça reste quand même, même aujourd'hui, encore supérieur à Bing, en tout cas pour l'index français, quoi. Ouais, pour l'instant, oui, avec maintenant il y a l'arrivée de l'IA quand même, donc peut-être qu'il va un petit peu rebattre les cartes sur certains trucs. Exactement, ouais, exactement, c'est vrai. Donc, et pour revenir à ta période où t'es chez Quant, c'est à cette époque que t'as commencé à créer tous les outils qu'on connaît, donc SEO Hero Ninja par exemple, TextBulker, c'était plus après, mais par exemple IndexMino, ScrapMino, et qui est devenu Alloscan, où j'ai jamais trop compris si c'était deux outils différents ou si ScrapMino c'était un peu la bêta d'Alloscan, je me suis toujours demandé. Ouais, c'est un peu différent. Non, mais en fait, la vraie histoire, c'est que SEO Hero, il était en gros, donc chez Quant, en fait, ça m'a permis de trouver deux camarades qui sont aussi aujourd'hui mes associés, donc qui est Adrien Delmar, donc pour la partie Alloscan, et Frédéric Ludeni pour tout ce qui est donc c'est SEO Hero justement. Donc on l'avait fait ensemble alors qu'on était encore chez Quant, tu vois. Mais c'était un petit produit gratuit. Mais du coup, Fred, du coup, c'est aussi TextBulker, IndexMino, IsIndexed et ScrapMino. Et du coup, c'était deux des meilleurs éléments de Quant. Donc en gros, voilà, quand t'as deux des meilleurs éléments, tu leur proposes de créer une structure. Et aujourd'hui, on est parti, on a notre propre structure. Alors, ça s'est pas fait de suite. Moi, j'ai été le premier à partir parce que je faisais déjà beaucoup d'éditions de sites internet, de vente de backlink, parce que j'ai plusieurs milliers de sites internet. Et en gros, on a créé, avant de créer les outils, une franchise qui s'appelle SEO Better, où le siège social est à Monaco. Et où en gros, à la base, c'était mes clients, puis ils ont vu que les résultats que je leur apportais au niveau SEO et au niveau qualité des backlinks et des articles ils étaient plutôt contents par rapport à ce qu'ils avaient pu tester. Et on a décidé de s'associer pour créer ce qui s'appelle la franchise SEO Better, qui est la première agence
SEO en mode franchise. Ça veut dire que le siège est à Monaco et après on a une trentaine d'agences dans toutes les villes principales de France qui sont des franchisés, c'est-à-dire qu'ils doivent utiliser notre process, qui sont des SEO, mais qui ont également donc le savoir-faire, ils sont formés, ils sont compétents, ils utilisent également tous nos outils, mais toute la partie technique, que ce soit on-site et off-site, donc les contenus, etc. Donc c'est fait tous les deux, mais c'est fait par nous. Voilà. Ok, ouais, je savais pas que c'était une franchise See You Better, du coup. Ouais, c'est une franchise. Alors pour le moment, on n'accepte plus de franchisés parce qu'on est un petit peu full. Aujourd'hui, on a 1500 clients dans toute la France. Bon, on a quelques clients aussi dans les dom-tom parce qu'on a une franchise dans les dom-tom, mais au global, on est à 1500 clients. Donc c'est déjà quand même pas mal pour gérer, etc. Et c'est ça qui est un petit peu le départ de tout, parce qu'avec ça, on a eu besoin d'avoir certains besoins. Il y a des outils qui existaient, donc soit on avait besoin d'API, puis les outils qui existaient, ça coûtait trop cher. Soit on avait besoin de trouver, je sais pas moi, quand il y a eu l'IA, de rédiger des textes, de faire des scraps, enfin voilà, c'est tous les outils qu'on a créés sont à la base par rapport à des besoins qu'on a en tant que SEO. Et quitte à le faire pour nous, si possible, on essaie de les transformer en mode SaaS pour que ce soit utilisable par l'ensemble des SEO ou des agences en France. Voilà. Et donc du coup, après ça, on a créé du coup Alloscan, donc du coup qui est un petit peu un outil vraiment big data de recherche de mots-clés assez poussé, qui permet également de faire des analyses de sites internet qui peuvent être ton propre site internet ou tes sites concurrents. Pour ceux qui connaissent sur vos auditeurs, c'est en gros un petit peu comme SEMrush ou Ahref, qui sont les outils les plus connus qui font dans les fonctions globales de ce qu'on fait. C'est juste que nous, on est vraiment spécialisé pour la France, donc et on a des fonctionnalités que ces outils-là n'ont pas. Voilà, donc ça, après, j'inviterai les gens à aller sur les chaînes YouTube d'Alloscan ou de nos autres outils pour voir un petit peu les grosses différences et les features qui sont un petit peu game changer de ce que font pas la concurrence. Mais voilà, à la base, c'est que voilà, quand tu as un client qui vient, tu as besoin de trouver les bons mots-clés, de pouvoir analyser les concurrents, de pouvoir éventuellement trouver des noms de domaine expirés, donc qui n'ont pas été renouvelés, mais qui se positionnaient par le passé sur des anciens mots-clés qui t'intéressent, et du coup, le nom de domaine, il peut t'intéresser, donc soit pour le remonter, pour retrouver les mêmes positions qu'il avait par le passé, soit pour le rediriger avec une redirection 301, par exemple, sur une page interne de ton site ou de ton nom de domaine. Voilà, bon, après, je vais pas m'étaler sur toutes les fonctionnalités de l'outil Alloscan, mais voilà, c'est un outil à la base qu'on avait besoin en tant que soit éditeur de site, soit pour nos clients, soit pour nous-mêmes. Ouais, voilà. Je confirme que Alloscan, l'outil est vraiment top, et en plus de ça, il est vraiment abordable. Je tenais à le préciser, parce que c'est vrai que les outils comme SEMrush, quand on débute, ou Ahref, pour ne citer que, c'est quand même un budget, c'est compliqué. Si tu débutes, de mettre presque 150 €, voire 200 sur certains au début par mois, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Là, le tarif de base, c'est 49 € par mois. Et puis même si vous voulez tester, il y a une offre gratuite qui est déjà assez généreuse. Et là où c'est vraiment intéressant, et c'est là où on récupère pas mal on est en partenariat, avec les plateformes de vente de backlink qui utilisent notre API, c'est que l'API, elle est utilisable dès le premier pack payant à 50 €. Tu peux utiliser l'API pour l'intégrer sur tes propres, tu peux créer ton propre outil, tu peux l'intégrer dans les rapports si tu veux intégrer des rapports pour tes clients. T'as pas besoin de, si tu vas chez Ahref ou SEMrush, c'est plusieurs, je crois 500 € pour SEMrush pour avoir juste accès à l'API. Après, il faut que tu payes en plus pour utiliser les crédits d'API. Et à Ahref, je crois que c'est 800 €. Et tout ça, c'est par mois, quoi. C'est par mois. Ouais, c'est exorbitant. J'avais déjà regardé. Il y a des paliers et tout. C'est vraiment exorbitant sur les autres outils, mine de rien.
C'est ça. Et petite question sur Alloscan qui va peut-être intéresser nos auditeurs, c'est qu'il y a il y a pas mal de mots-clés. J'ai remarqué, par exemple, on va prendre comme exemple SEMrush, que c'est le plus connu, qu'on souvent des volumes avec, par exemple, un N, donc on connaît pas le volume sur des petits volumes. Souvent sur Alloscan, j'ai remarqué ça. Je veux bien savoir pourquoi. Alors en fait, les volumes, il n'y a pas de secret. Tous les volumes aujourd'hui sont récupérés de Google Ads. Ça veut dire que si t'as pas de volume, ça veut dire que Google Ads te dit que peut-être par le passé il y a eu du volume, mais qu'aujourd'hui le volume est en dessous de 10 recherches par mois à peu près. Voilà. Okay. C'est-à-dire que après ça reste Google. Google, des fois, il te donne des infos qui sont pas totalement vraies. Mais en gros, si tu veux créer une publicité sur Google, t'as un outil qui s'appelle Google Planner où tu mets ton mot-clé et Google va te dire, sur ce mot-clé, si tu veux acheter de la publicité, il y a 500 recherches par mois à peu près. Et en fait, toutes ces datas que Google Ads te donne, c'est ces datas-là qu'on te donne sur l'outil. Sauf que ces datas, pour le moment, elles sont, voilà, c'est les datas de Google, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est pas des datas qu'on a inventées, mais il y a des soucis, notamment sur des mots-clés avec des grosses volumétries, notamment avec les pluriels singuliers ou avec des mots-clés avec des fautes d'orthographe, où Google va te donner exactement le même volume parce qu'il va clusteriser l'ensemble, il va te donner l'info sur le cluster dans l'ensemble. Et c'est pour ça que des fois, sur les outils ou même sur Ahref et SEMrush, tu vois des volumes exorbitants ou des sites qui ont des trafics exorbitants, alors que c'est pas la réalité. Et nous, justement, on travaille sur un algo qui va corriger tout ça pour avoir vraiment les vrais volumes le plus proche de la réalité, en se basant effectivement sur les volumes de Google Ads, plus d'autres éléments et d'autres sources pour nous donner pour pouvoir estimer le volume de recherche le plus juste possible, en évitant toutes ces erreurs que Google Ads peut te donner, et pour calculer finalement le trafic le réel, entre guillemets, pas réel, tu le sauras jamais tant que tu n'as pas accès à la Search Console, mais le plus proche possible d'un site internet sur le trafic qu'il fait en fonction des mots-clés sur lesquels il est positionné sur les SERP Google, donc les SERP, les résultats de recherche de Google. Okay. Ouais, je comprends mieux. En gros, les autres outils font un petit peu un volume à la hausse et vous êtes plus dans le réel, j'ai l'impression vraiment. Ouais, en fait, le volume, là, pour le moment, entre guillemets, avec ce bug Google, c'est pas vraiment un bug, ils vont pas changer, c'est comme ça que eux, ça, entre guillemets, ça leur fait vendre plus de pubs. Mais nous, ça nous intéresse pas forcément, mais on a un trafic qui est aujourd'hui un peu, même surtout sur les sites qui font beaucoup de trafic, qui est un peu surestimé par rapport à la réalité. Voilà. Mais je pense que d'ici un mois, ce sera corrigé. Et là, on pourra dire que tous ceux qui manipulent les volumes de recherche, parce que tu as des outils, t'as des méthodes pour manipuler les trafics, ou pour je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, les SEO, ils aiment bien par exemple, si tu te positionnes sur je sais pas moi, sans filtre, tu vois, sur le mot-clé sans filtre, ils aiment bien avec des techniques automatisées, donc ils peuvent utiliser aussi Zenoposter, mais augmenter artificiellement le volume de recherche pour que quand ton site du coup va prendre, ton mot-clé va prendre automatiquement beaucoup de volume, et indirectement la valeur de ton site internet dans les métriques, quand tu vas le passer sur ces outils, elle va augmenter. Et les SEO, ça permet de pouvoir vendre plus facilement des articles sponsorisés et finalement développer leur chiffre d'affaires. Voilà. Mais ce genre de méthode, du coup, c'est quelque chose qui ne sera plus faisable parce que justement, on détectera ce genre de manipulation pour avoir vraiment quelque chose qui ressemble au plus proche de la réalité. Mais je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, c'est pas 100% exact. Aujourd'hui et demain, on parle de l'intelligence artificielle bien souvent. Et toi, dans tes projets, ou même futurs et même présents, en quoi ça va vraiment t'aider l'IA ? L'IA, j'ai envie de dire, c'est un peu la suite de l'histoire. C'est que là, il y a Alloscan, mais indirectement, quand l'IA est sortie, du coup, on a créé un outil qui est aujourd'hui un des outils les plus utilisés par tous les éditeurs SEO, les éditeurs même de sites, les blogueurs, les rédacteurs, qui s'appelle TextBulker, qui est un outil de rédaction IA. Par l'intelligence artificielle. Donc dès que l'IA est sortie, on l'a créé. La seule chose, c'est qu'on rajoute de la qualité dessus,
ce qui nous permet en fait d'avoir des textes qui sont de meilleure qualité que ce que peut te sortir l'IA de base comme ChatGPT, etc. En fait, le fonctionnement, il est plutôt simple. C'est qu'aujourd'hui, tu vas demander à ChatGPT ou à un tool d'IA de rédiger un texte sur quelle est la meilleure façon de créer un podcast. Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai une bêtise. Mais il va te sortir un texte qui va être qui va être correct, en fait, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il va être assez flat, bas, enfin, il va pas être optimisé et ça va être, et par exemple, s'il y a 10 personnes ou 50 personnes ou 100 personnes, ou même toi, si tu veux faire 100 sujets identiques sur 100 différents blogs, qui vont faire la même demande, le texte va toujours avoir à peu près le même plan, ça va pas être du contenu dupliqué, mais tu vas pas avoir de nouveauté, ça va être toujours la même chose et ça va être un texte qui va être assez bas de gamme, tu vois, où il faudra que tu fasses après par toi-même tes propres optimisations, etc. Et parfois même, ça peut être hors sujet. Voilà. TextBulker, lui, ce qu'il va faire, c'est que cette question-là ou le sujet de l'article que tu vas traiter, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper, on va faire la recherche sur Google. Ça veut dire qu'on va regarder les sites qui sont positionnés sur comment créer un podcast. On va regarder tous les sites et on va s'inspirer des meilleurs. C'est-à-dire qu'on va récupérer la puissance de Google, parce que Google a un algorithme qui est puissant pour pouvoir classer les sites qui ont du bon contenu. Et on va extraire tous les mots-clés sémantiques et on va réinjecter ça dans le texte. C'est-à-dire que la base, on va demander... Alors bon, il y a aussi un travail aussi de prompt, il faut faire des bons prompts, il faut aussi varier les prompts, mais une fois qu'on a ça, la base est faite par OpenAI, donc ChatGPT de base, mais derrière on va aller injecter le meilleur et ce qui a permis au meilleur site déjà placé sur Google d'être en première page par exemple, pour les réinjecter dans le texte. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que derrière, plutôt que d'avoir un texte de base, nous derrière on va aller réinjecter des mots-clés, des valeurs, des mots-clés sémantiques, ce qui fait que tu as un texte qui sera déjà optimisé sur le SEO et qui sera jamais hors sujet. C'est impossible qu'il soit hors sujet parce que c'est la requête qu'on a tapée sur Google. Si c'est hors sujet, c'est que c'est toi qui t'as pas donné le bon sujet ou que t'as pas assez précisé, parce que même Google, lui, t'a donné le sujet. Voilà. Et c'est ça qui finalement, je le grossis, mais c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des textes de bonne qualité avec l'IA. Qui sont utilisés pour créer sur notre site pour créer des backlinks, qui sont utilisés sur le site de nos clients parce que ça crée des textes de très bonne qualité. Après, voilà, ça reste de l'IA, il peut y avoir des petites erreurs, etc., des anomalies, donc on recommande toujours de relire, etc., surtout s'il y a des datas qui apparaissent comme des adresses, des numéros de téléphone. Des fois, l'IA, elle peut se planter. Et après dessus, enfin on a plusieurs algos. Par exemple, si tu veux te baser avec des vraies datas, des vraies sources ou je sais pas moi, des datas ou des lois qui ont été mis à jour récemment, t'as un algo qui s'appelle Magic Source où là en fait tu mets la source d'une URL et on va te récupérer vraiment les vraies sources, les vraies datas actualisées et mises à jour, réécrit bien sûr sans du contenu dupliqué, etc. Et là, pour le coup, personne ne peut voir que c'est de l'IA parce que c'est inspiré d'articles qui existent déjà. Et même, tu peux même mettre des articles étrangers. Tu peux lui faire avaler ça, il le traduit et ça fonctionne très très bien. Voilà. En gros, on a 4 algos. Magic sémantique, donc ça, c'est ce que je vous expliquais, ça récupère. Ils fonctionnent tous avec la sémantique, mais c'est l'algo de base qui permet de faire un texte avec les scraps Google en récupérant les meilleurs mots-clés sémantiques pour te faire un article propre. T'as Magic local qui est plus dédié aux sites locaux, donc c'est-à-dire les sites qui veulent se positionner sur un service suivi d'une ville, donc par exemple plombier à Paris ou plombier à Nice, etc. Magic News qui est plus spécialisé dans les actualités, si tu veux créer des articles d'actualité, parce que l'IA par défaut
elle est pas mise à jour, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs mois de retard par rapport à ce qu'elle a pu enregistrer. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scraper Google Actualité pour récupérer et pour avoir des infos vraiment d'actualité. Par exemple, si t'es un site d'actu. Et Magic Source qui, comme son nom l'indique, c'est tu lui mets directement. Par exemple, si tu as un concurrent, soit français ou même espagnol, où tu vois que sa page elle se positionne sur pas mal de mots clés, tu copies son URL, tu la mets dans Magic Source, et on va récupérer un petit peu la même idée, à peu près le même plan, mais dit totalement différent pour pas que tu aies des problèmes de droit d'auteur, de contenu dupliqué, etc. Mais l'avantage, c'est que tu pars déjà d'une base avec un texte qui convient déjà à ce que tu veux. Voilà. Et ça, c'est TextBulker. Donc, c'est grâce à l'IA, on a pu, entre guillemets, créer cet outil SaaS. Et aujourd'hui, il carbure, on l'utilise très, très souvent, quoi. Ouais, il est top. Moi, je m'en suis déjà servi de mon côté. C'est vrai que c'est vraiment mon préféré. Je me suis servi de lui et du Scribouillard. Et pour le coup, je préfère TextBulker sans... Ouais, après chacun a ses avantages. C'est vrai que souvent on nous dit ah oui, mais moi j'aimerais avoir un texte avec tant de paragraphes, tant de textes, etc. Mais alors dire non, c'est pas la philosophie de l'outil. C'est vrai que nous on est plutôt basé sur la SERP et on peut pas faire du sur-mesure. Après, si tu veux faire du sur-mesure, notre outil est pas fait pour. Voilà, ouais, nous on va s'inspirer voilà, c'est notre plan, etc. Mais après, si tu veux un truc chirurgical, à ce moment-là, il faudra que tu passes par le Scribouillard ou Perroquet ou d'autres outils plus spécialisés où tu peux vraiment construire ton squelette détaillé. Là, le but, c'est vraiment fait pour aller vite, ranker et éventuellement, repasser peut-être derrière en ajoutant ta petite touche, petite modification. Mais comme son nom l'indique, il s'appelle TextBulker, bulker parce que derrière tu mets une liste de 10 sujets, tu cliques sur valider et en quelques minutes tu as tes 10 articles avec une qualité de ouf, hein. Et puis tu peux même des fois tu passes les textes, alors c'est pas dans 100% des cas, mais tu les passes sur des outils de détection d'IA, ça détecte même pas que c'est de l'IA. Et quand tu utilises Magic Source, ça détecte, ça te dit que c'est tout le temps rédigé par des humains, alors que 80% c'est rédigé par de l'IA. C'est juste que comme tu intègres des données, des mots-clés rares et des mots-clés sémantiques que l'IA de base ne va pas te ressortir, du coup ça bypass un peu tous ces filtres et tous ces outils, quoi. Ouais, en parlant de l'IA du coup et de l'outil, toi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de l'IA et des moteurs de recherche? Est-ce qu'ils pénalisent ou c'est juste que c'est du mauvais contenu et qu'ils ne prennent pas en compte? C'est quoi ton avis sur la chose? Ce qui est le plus important, c'est que ton texte IA, il faut qu'il réponde à l'intention d'utilisateur, aux besoins d'utilisateur. Il faut que l'utilisateur qui fasse sa requête, s'il arrive sur ton article, qu'il soit rédigé par un humain ou par l'IA, il faut qu'il trouve ta réponse. Voilà, il faut pas qu'il y ait des données fausses. Google a déjà plusieurs fois communiqué là-dessus. Ils ne sont absolument pas contre l'IA. Ils utilisent même eux-mêmes l'IA dans leur moteur de recherche. Avant, ils utilisaient Wikipédia pour faire des résumés de personnalités, de lieux touristiques, etc. Maintenant, ils utilisent ils ont leur propre IA, ils utilisent leur propre IA. Et ils ont déjà communiqué plusieurs fois comme quoi ils sont pas contre l'IA, à la condition que l'info qui est dedans, elle soit juste et validé. Voilà. Si derrière ça te sort un texte IA qui est pourri et qu'en plus dedans les données sont fausses, s'il y a un modo qui arrive et qui voit que c'est n'importe quoi, tu peux te faire filtrer, voire blacklister. Ce qui est logique. Oui. Donc ils sont pas contre l'IA, mais il faut que derrière la qualité, un utilisateur qui vienne dessus, il faut qu'il trouve il faut que l'info soit intéressante ou qu'il ait trouvé la bonne info, quoi. Oui, comme un humain qui écrirait un mauvais texte, il ferait la même chose. Je veux dire, même si c'est un humain et qu'il écrit n'importe quoi ou qu'il écrit des âneries énormes. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, là, aujourd'hui, pendant des années, ça fait 10-15 ans, avant l'IA, on utilisait tous des rédacteurs, soit à Madagascar, soit au Bénin, soit en Côte d'Ivoire. Là aujourd'hui, l'IA ou ce que sort TextBulker, c'est supérieur à la qualité de texte à Madagascar, quoi. C'est largement, tu vois. Par contre, ça vaut pas un texte écrit par un journaliste. C'est pas du tout la même qualité et puis c'est pas du tout les mêmes coûts, hein. Aujourd'hui, si tu veux rédiger un texte de 500 mots par un vrai rédacteur, ça va te coûter 20 €, 25 € les 600, 700 mots ou les 900 mots. Et sur TextBulker, t'en as pour moins d'1 €. Donc après, c'est toute une question de
de coût, voilà, et de rapport qualité-prix, comme on dit. Oui, bien sûr. Et là, tu nous as parlé donc de TextBuilder, Alloscan. Est-ce que tu as d'autres projets en route qui vont sortir dans le futur ou pas d'ailleurs? Ouais, on a d'autres projets. Après, si tu veux, je vais finir avec les outils déjà existants. Après, donc dans mon activité, il y a eu beaucoup de problèmes avec Google. Ça veut dire que les gens pensaient qu'en créant une page sur Google, enfin sur Internet, ils allaient être visibles, ils allaient recevoir pas mal de trafic. Ce qui est faux. Déjà, la règle numéro 1, c'est d'être positionné au top sur ton mot-clé. Mais surtout, le critère numéro 1, c'est être indexé. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une page, tu crées une page sur ton site que tu vas être indexé. Ça veut dire que tu vas être dans le moteur de recherche. Et il y a eu pas mal Google met pas mal de bâtons dans les roues où aujourd'hui, si tu regardes n'importe quel site, tu regardes et tu fais un crawl et tu regardes les indexations, tu as environ 20 à 30% des pages qui sont pas indexées. Donc, c'est-à-dire que tu as 20 à 30% des pages, c'est même pas qu'elles sont pas positionnées, c'est que les gens ne pourront jamais les trouver sur le moteur de recherche parce que Google n'a même pas accepté de les indexer. Et c'est pour ça qu'on a créé 2 outils qui sont complémentaires, isindexed.com qui permet de vérifier, en fait, tu mets des URL et ça te dit si l'URL est indexée ou pas sur Google, et IndexMino qui permet, si elle n'est pas indexée, de pouvoir forcer l'indexation pour l'indexer sur le moteur de recherche. Voilà. Et là, directement, quand tu prends un client que tu vois qu'il y a 20% de ses pages ou 30% de ses pages qui sont pas indexées, tu les balances sur cet outil. Directement, le premier mois, tu as déjà des rapports super encourageants avec pas mal de déblocage de mots-clés avant même d'avoir eu les effets sur la création de backlinks. Voilà, ça fait déjà un petit boost de trafic, simplement, rien qu'avec cette problématique des indexations. Voilà. Et sinon, pour répondre à tes questions, oui, on a d'autres outils qui sont en préparation sur les maps pour récupérer les contacts des maps, pour avoir les positions des entreprises sur les maps. ScrapMino également, qui est en gros un scrapper de données, un petit peu comme Scrapbox, qui est aujourd'hui en version gratuite, mais qu'on aimerait développer dès qu'on aura un peu de temps en mode plus SaaS. Et puis voilà, pour le moment, je pense que ça suffit. Okay, ouais, après, rien que déjà l'entretien des outils. Et après, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi le développement à l'international. Parce que c'est vrai qu'on est connu en France, mais dans les autres pays, pour le moment, pas trop. Ouais, bien sûr. Là, en plus, ça doit faire pas mal de maintenance avec. Là, il y a combien d'outils en tout actuellement? Pas loin d'une dizaine, limite. Peut-être pas 10, mais pas loin, de rien. Ouais, monétiser, il y en a 4-5, des gratuits, il y en a 3-4, voilà, un peu moins de 10, mais ouais, je pense que voilà, ça c'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir présenté tous ces outils. Et dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a une personne vraiment qui t'a inspiré? Dans le SEO, je dirais que celui qui m'a inspiré, c'est une personne qui s'appelle Paul Sanchez. Je sais pas si tu connais. Si, je connais. Moi, je suis plus dans le SEO qu'Antoine, du coup, donc je pense que je connais plus. D'accord. Mais oui, je connais. Voilà. Et j'aimais beaucoup son spirit. D'ailleurs, je suis intervenant à une formation qui s'appelle le SEO High Level, qui est sa formation qu'il fait avec Kevin Richard, qui est aussi quelqu'un de très compétent et qui a beaucoup apporté tous les deux au monde du SEO. Mais c'est vrai que Paul Sanchez, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, à la fois pour son spirit, les résultats qu'il arrivait à obtenir, et c'est vrai qu'il m'a pas mal motivé. Et voilà, au niveau SEO, après, j'ai pas de personne ou de gourou dédié. Ouais, bon, voilà. C'est quand même, c'est une personne vraiment qui t'a inspiré quand même. Et en autre passion, est-ce que tu as des choses, là, je suppose que c'est le SEO et l'informatique, c'est des passions. Est-ce qu'il y a autre chose qui n'a rien à voir avec, qui te passionne? Ouais, non, c'est vraiment pour le moment, c'est le web, pas forcément le SEO. Là, je me passionne, enfin voilà, il y a tout ce qui a accès à très au web, pas forcément le SEO, mais voilà, la monétisation, l'affiliation,
Là, de plus en plus, le SEO, ça commence un petit peu à stagner, donc on essaie de regarder un petit peu pour faire de la création de vidéos de façon automatique, les médias sociaux, Instagram, TikTok aussi qui part en force aussi au niveau à la fois la monétisation qui fonctionne bien actuellement une fois que tu dépasses les 10 000 abonnés, mais aussi la visibilité que ça peut t'apporter, hein, même si derrière ça transforme pas trop, mais derrière ça reste, ça fait quand même des vues. Et de plus en plus, quand tu regardes les gens, ils vont de moins en moins utiliser un moteur de recherche, ils vont de moins en moins sur des sites internet. Ils utilisent souvent ils sont tous sur les réseaux sociaux, donc indirectement la tendance va faire que si tu veux récupérer du trafic, il va falloir également aller travailler sur les réseaux sociaux. Donc c'est une passion d'ordre global dans le digital. L'IA aussi apporte pas mal de nouvelles choses et de nouvelles perspectives. Donc on va rester dans ce milieu-là, mais c'est vraiment l'informatique et le digital de façon globale qui me passionne. Pas forcément le SEO, même si c'était le premier levier. Aujourd'hui, si tu veux miser le long terme et puis pour les prochaines années, tu peux pas rester que dans le SEO. Oui, bien sûr. Actuellement, tu tiens une certaine routine? Oui, je dirais que vu qu'on a plusieurs lieux de travail, donc en gros, généralement, je suis le mardi, le mardi et de temps en temps le vendredi à Monaco. Le lundi, je suis à Nice, le mercredi aussi. Souvent, je travaille également le samedi et le dimanche dans l'après-midi. Voilà, c'est une petite routine. De temps en temps, entre midi et 2, un petit peu de salle de sport. Voilà, je sais pas si on peut appeler ça une routine, mais j'aime beaucoup le soir faire des petites tâches qui demandent pas forcément une grande concentration, mais plutôt de monitoring, un petit peu de tous les différents projets, des évolutions, en regardant en même temps une série qui me demande pas une grande attention, tu vois. Voilà. D'accord. Après, c'est ce qu'on dit, c'est le pouvoir des habitudes. Quand tu fais des tâches un petit peu embêtantes plusieurs fois d'affilée, tous les jours, après au bout d'un moment, tu t'en rends pas compte. Et c'est à force de faire des petites choses chaque jour que tu arrives à faire des grandes choses au bout de quelques mois ou quelques années, quoi. Bien sûr, et c'est pour ça aussi qu'on pose toujours la question sur la routine, parce qu'on aime bien savoir un peu comment chaque entrepreneur voit les choses et s'organise. Ouais. Donc j'ai une petite routine là pour le moment. Bon, après, il y a toujours des choses qui sont pas prévues dans notre métier. Quand tu commences la journée, tu penses que tu vas travailler sur un sujet et généralement tu vas pas du tout faire ce que tu avais prévu. Soit parce qu'il y a un problème quelque part, un serveur, un truc en urgence, un truc à dépanner ou un retour. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que on touche un petit peu à tout et on travaille sur des sujets qui sont divers. On a également aussi beaucoup de retours d'utilisateurs qui sont positifs. Il y a aussi du négatif, mais c'est comme ça que t'avances. Donc c'est vraiment sympa. Ok, super. Très passionnant en tout cas, tout ce que tu as pu nous raconter. J'espère que pour nos auditeurs, pour ceux qui ont en tout cas envie de faire du référencement, du SEO, n'hésitez pas à le réécouter. Est-ce que tu auras une personne à nous recommander? Pour venir faire un podcast? Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai pas précisé. Oui, j'aime beaucoup ce que fait Romain Pirotte. Il a aussi une chaîne YouTube, il a une très belle communauté aussi. J'aime beaucoup aussi ce que fait je suis passé la semaine dernière dans leur chaîne, l'équipe des Wizards. Je sais pas si ça vous dit. Oui, bien sûr. Si, on écoute tous les deux. Voilà, donc je pense qu'ils sont vraiment aussi heureux de passer. C'est une bonne équipe et puis ils font des choses aussi qui sont pas mal. Il y a aussi Durf qui est pas mal, qui est très très technique, qui fait beaucoup des choses pas mal techniques sur le on-site et il a beaucoup de choses aussi à apprendre. Il y a Raph SEO aussi qui est aussi pas mal compétent. Il y a aussi celui que j'ai cité tout à l'heure qui est Frédéric Zibet qui fait pas mal aussi d'affiliation, de monétisation et qui est aussi un bon bidouilleur. Frédéric Zibet, donc d'investir en slip, je crois, ou mon salaire en slip. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus. Ouais, c'est la même finalité, mais c'est ça.
Et non, voilà, après j'en ai oublié sûrement beaucoup, mais c'est vrai que C'est déjà voilà, déjà une super liste. Hein. Ouais, ça fait c'est déjà c'est déjà pas mal. Et puis après voilà, il y a aussi des jeunes aussi qui percent aussi pas mal dans les réseaux sociaux. Je pense notamment à Paul Vengeon, peut-être que vous devez connaître, mais qui a une forte qui a une forte. Excuse-moi, oui, non, pardon. Oui, complètement, je te coupais parce qu'on a eu l'occasion de l'interviewer et du coup, il y aura un épisode qui sortira avec Paul. Ah bah nickel, bah voilà. Donc voilà, il est très fort en personal branding et puis il a fait des très belles choses, voilà, en étant seul. Et je dirais en tant que dinosaure du web, pour la partie scientifique, il y a Sylvain Perronnet qui est très compétent et qui va t'expliquer beaucoup mieux que moi avec sous la forme scientifique, mais compréhensible par n'importe qui. Comment fonctionnent les moteurs de recherche, etc. Et bien sûr Laurent Bourrelli qui est vraiment un des plus anciens et qui, je pense, est le premier à avoir créé un podcast dédié au SEO, chaîne YouTube, qui a un incontournable aussi au niveau du SEO et qui est connu par tout le monde. Voilà, on a de quoi faire. Merci. En tout cas, là, tout ça, j'ai noté. Là, j'ai tout noté sur une liste. Là, on a vraiment de quoi faire. Merci. Pas de souci. Comment les auditeurs peuvent te suivre du coup ? Alors c'est vrai que moi je suis plutôt actif sur Twitter. Donc c'est S comme Stéphane, donc S Madaleno, Madaleno. Ça marche, on mettra le lien dans la description. Voilà. Après il faut que je me mette un peu sur LinkedIn, mais j'ai rien fait encore. Je suis pas encore actif sur les autres réseaux. Ça marche. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour inspirer les auditeurs, même ceux qui auraient envie de faire du SEO ou pas d'ailleurs ? Oui, en gros, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est le travail. Il n'y a rien qui tombe dans les bras par hasard. Il n'y a pas de réussite exceptionnelle grâce à une formation exceptionnelle. Tout passe par du travail. Il faut bosser. Et après, c'est en faisant petit à petit des petites choses chaque jour que, voilà, tu t'avances, quoi. Et essayez, si vous le pouvez, peut-être de vous associer avec quelqu'un, comme vous l'avez fait tous les deux, ça permet de se motiver. Ouais, c'est vrai qu'on nous l'a jamais dit, c'est vrai que c'est un super conseil, mine de rien, c'est vrai que des fois de commencer tout seul, c'est compliqué et c'est pas mal d'être... C'est ça, au pire, tu peux commencer tout seul, mais après, voilà, l'important c'est comme on dit, c'est de durer, quoi. C'est que le fait d'être avec quelqu'un, ou donc par exemple nous, les outils qu'on a créés, on a des associés, ou même au niveau de la franchise. Seul tu peux te décourager et tu peux aller peut-être plus vite au début, mais avec quelqu'un et trouver les bonnes personnes, tu vas beaucoup plus loin, quoi. Ouais, je confirme ce que tu dis parce que tu vois, avec Mehdi, on a chacun des compétences pour le podcast et en fait, on a réussi je pense, à bien séparer les tâches, ce qui nous permet d'être bon dans notre domaine et puis de continuer sur une bonne lancée. C'est ça, exactement. Voilà. Après, voilà, j'ai pas de recette magique. Non, mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Ok, écoute, super Stéphane, merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment moi qui vous remercie, merci à vous. Ouais, merci. Et puis voilà, si les auditeurs ils veulent me contacter, vous avez n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Twitter. Et puis même s'il y en a qui veulent tester les outils, ils peuvent m'envoyer un message privé et puis on ajoutera quelques petits crédits pour tester. Sans problème. Bon entendeur. Et puis même si vous avez besoin d'une question, d'un truc, ou voilà, si vous êtes bloqué, vous n'hésitez pas non plus. Merci. Tout est dit, merci à toi. Salut. C'est moi qui vous remercie. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.